Le travail au noir, autrement dit rémunérer un employé sans le déclarer, représente chaque année une perte d'environ 10 milliards d'euros à l'État. Pour lutter contre les employeurs qui ne paient pas leurs charges, les pouvoirs publics ont mis en place une cellule spéciale, le CODAF. Elle regroupe des agents de l'URSSAF, mais aussi des policiers. Aujourd'hui, ces agents venus de toute la France vont intervenir à Pontarlier, dans la région de Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Un des premiers secteurs à employer des personnes non déclarées, la restauration. Midi, l'heure que le CODAF a choisie pour intervenir. Car en plein coup de feu, les agents sont sûrs de trouver tous les employés. En moins d'une minute, ils envahissent le restaurant. Le service est immédiatement suspendu afin de vérifier le registre des employés. A priori, tout est en règle. Le registre est bien à jour. C'est le père. Ça c'est le père? Ouais, d'accord. Et Edith, elle est où? Le gérant du restaurant a mis au planning ses propres parents. Ils travaillent pour lui, mais ne sont pas déclarés. On était débordés à midi et je leur ai filé un coup de main. Donc votre maman, votre papa, ils sont pas sur la table. Mais aider un de ses proches bénévolement est strictement illégal. Une interdiction que ne comprend pas le père du gérant. Je vais vous dire pourquoi je ne supporte pas ce putain d'état dans lequel on est. Parce que nous sommes retraités. J'ai une retraite, je gagne plus que vous en travaillant. Vous voyez, et je ne peux pas aider mon fils bénévolement, il est obligé de nous déclarer alors qu'on a investi dans la société, que l'année dernière on a remis 15 000 € parce qu'il était dans le rouge, et que maintenant, si jamais on dit combien il est, des gens comme vous vont nous faire chier. Voilà pourquoi je ne supporte pas ce genre de choses. J'ai téléphoné un jour à une représentante de l'inspection du travail qui m'a dit que je n'avais pas le droit de payer mon fils bénévolement. Je trouve ça scandaleux. Vous êtes associé salarié? On n'est pas associé salarié, je ne veux pas toucher un centime. Donc actuellement, mon fils paye des charges et il nous déclare. Donc fatalement, moi sur ma feuille d'impôt, je retrouve les sommes qu'il me déclare. Je paye des impôts sur de l'argent que je ne prends pas. Vous trouvez ça normal? Je dois poser une question. Vous avez votre fils, il a une affaire. Là. Oui, c'est le cas. Là, c'est le cas. Si vous avez un concurrent de l'autre côté de la rue qui fait travailler 4 personnes sans les déclarer et qui casse tous les prix, et vous coulez votre restaurant, vous allez dire quoi si on n'intervient pas? C'est pas le cas. Non, mais vous avez pensé à ça? Non, mais à chaque cas. Oui, non, mais à chaque cas. Parce que vous, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Votre situation, j'imagine bien qu'elle est pas voilà. Après, si vous avez un restaurant ici qui vient, qui divise tous les prix par deux, parce qu'il a 4 employés qui ne déclarent pas et qui payent à moitié prix. Oh, ça se verra. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de ça. Pas dans la restauration. S'il n'y en avait pas beaucoup, on ne serait pas là. Je vais vous dire, vous n'êtes jamais là où il faut. Ouais, mais ça, vous n'êtes jamais là où il faut. C'est ce que vous dites. Pourquoi vous êtes flic, vous êtes police nationale. Ben oui, mais vous n'êtes jamais là où il faut. Le père du gérant a beau être indigné, son fils sera malgré tout convoqué quelques jours plus tard pour être auditionné. Vous serez disponible demain matin? Ouais, je ferme le resto. Dans l'après-midi? Bah c'est pareil, honnêtement, je suis là toute la journée. Moi je veux dire, si je marque mes heures, c'est 6 h du matin jusqu'à minuit. Hein, Le gérant devra fermer son établissement car il ne peut pas échapper à sa convocation. Fin de contrôle. Ouais, on tue Daniel alors. Et départ immédiat pour cette fois-ci vérifier un chantier. Comme toujours, les agents du CODAF roulent en voiture banalisée pour éviter de se faire repérer. Avant de passer à l'action, la police étudie d'abord les lieux. On va faire un passage, ok? Ouais. On arrive sur un lotissement, donc des pavillons en construction. Il y a plusieurs chantiers présents, donc on va effectuer des contrôles d'artisans qui sont en activité ici. Pour éviter toute fuite, les agents vont entrer dans la maison simultanément et bloquer toutes les issues. Estelle, tu vas derrière? Des fois il y a des fenêtres ou quoi? Il y a les services de police, c'est d'URSSAF. Un petit contrôle du chantier là. Il y a d'autres personnes dans le secteur ou... Non? On va prendre vos identités, vous avez des pièces d'identité ou pas? Ouais. Moi non, je prends. Une fois à l'intérieur, ils se répartissent les contrôles. Je prends les deux là. D'accord? Ok, donc vous êtes le propriétaire de la maison alors. Un premier homme n'est pas déclaré. Il est au chômage et prétend être venu juste donner un coup de main. Sinon, en dehors. Vous ne travaillez pas? Vous faites quoi vous? Moi je suis Maçon? Vous ne travaillez pas? Et visiblement, il ne serait pas le seul. Depuis 3-4 jours, vous donnez un coup de main. Un coup de main qui semble laisser l'enquêtrice perplexe. Et puis dans votre métier, vous retrouvez votre travail là. Le trier peint, c'est... Ouais, maintenant, il n'y a pas de boulot. Maintenant. Il n'y a pas de travail dans le bâtiment? Selon l'ouvrier, difficile de trouver un travail. Pourtant, le bâtiment fait partie des rares secteurs en manque de main-d'œuvre.
Ça fait 2 ans qu'il est D'accord. il trouve pas de travail, il n'a pas de travail dans le bâtiment. Et que c'est dur. Et sinon, vous donnez un coup de main comme ça Ouais, bénévole. Comment Bénévole, quoi. Oui, bénévole, j'ai bien compris. Si vous avez un accident, là, comment on fait? Là, vous avez un accident, vous tombez d'un échafaudage, vous tombez de l'escalier. Comment ça se passe, les assurances là? Là, on n'est pas assuré. Ah, mais bon, comment vous faites? Ouais, faut Vous attention. n'êtes pas couvert au niveau des assurances accidents, au niveau de rien du tout. Il y a un problème, non? On va vous convoquer au service de la police aux frontières à la gare. Et que vous entendra, je vous appellerai, on fixera un rendez-vous. Le propriétaire de la maison sera lui aussi auditionné. Pour ne pas avoir respecté la loi, il risque une très forte Vous amende. avez quand même quelqu'un qui travaille sur votre chantier, vous dites qu'il vous donne un coup de main, mais s'il y a un accident, il n'est pas couvert par les assurances, il n'a pas d'assurance, il n'a aucun avantage au niveau social, donc il y a quand même un problème. C'est pas parce qu'il nous dit que vous le payez pas, que c'est pas du travail dissimulé. Pour nous, c'est du travail dissimulé. Vous n'avez pas travaillé aujourd'hui, non? Ici, Dans la maison? Non, j'ai pas travaillé, je Ouais, donc, ça faisait pas. donc monsieur ne vous donne pas un coup de main, il travaille, là, il est en train de travailler pour vous. Quoi. Ouais, donner un coup de main, c'est vous êtes là, vous travaillez, puis il passe, il vous donne un coup de main. Alors que là, il était tout seul, c'est lui qui a travaillé tout seul aujourd'hui. Monsieur, Au revoir. le propriétaire sera poursuivi pour travail dissimulé, et puis il y aura donc un redressement URSSAF qui va être évalué. Si souvent un seul contrôle suffit à remettre les fraudeurs dans le droit chemin, parfois les agents sont confrontés à des récidivistes. Une personne qui travaille dans un établissement normalement et qui est démunie de titre de séjour et de titre de travail. On lui a notifié une obligation de quitter le territoire en août 2012. En clair, malgré les notifications le sommant de quitter le territoire, l'homme est resté en France pour travailler. Le but du CODAF aujourd'hui, arrêter cet homme pour l'expulser. Selon les renseignements recueillis, il travaillerait dans cet hôtel. Le propriétaire finit par se montrer. Ah bah vous descendez en force là. La police l'interroge immédiatement sur l'homme qu'elle recherche. Il est C'est-à-dire parti définitif. Il part au Canada lui. Il est parti quand d'ici? Il est parti autour du 14 ou 15 février. D'accord. Vous le recherchez dans vos tablettes? Bah oui, donc en fait, monsieur, est-ce que vous avez vérifié si Ah, j'ai rien vérifié du tout. vous trouvez ça normal ou Pourquoi? Puisqu'il est en arrivé. tant qu'employeur, vous devez vérifier l'identité des personnes. Bah moi il m'a donné ses papiers donc. Vous avez dans le dossier, vous avez des copies des papiers? Non, je sais pas. Puis Oui, non, c'est bien ça. au niveau des pièces d'identité de ce monsieur, vous avez pas de copie de passeport, de copie de titre de Son séjour? passeport, C'est il quand est vous plus faites- son passeport. Vous faites travailler un étranger, vous savez qu'il doit être en règle en France quand même. Bah lui il me disait qu'il était en règle Ah, parce mais qu'il vous était le disiez, mais algérien. est-ce que vous avez Mais je l'ai vérifié? vu son passeport. Ouais, le passeport, mais le titre de séjour. Le problème, ce monsieur, si vous voulez, depuis le 13 août 2012, il est interdit de présence en France. Il a une obligation de quitter le territoire. D'accord? Donc Ah, vous, zut. ce qui veut dire qu'au niveau du droit pénal, vous avez employé une personne entre août 2012 et le 14 février, on m'avait dit 2013, Ouais. qui est en situation irrégulière. Donc c'est un délit pénal, le fait de faire travailler des gens qui n'ont pas de documents. Ah, mais je vous le dis, si vous ne connaissez pas la loi, on va l'expliquer. Bon. Et puis, donc dans le cadre de cette affaire, vous allez être entendu. Donc il faudra que vous veniez à nos locaux à Pontarlier. On va vous convoquer, vous me direz quand pour une audition dans le cadre d'une enquête judiciaire pour emploi d'un étranger sans titre de travail. Ah ben merci. Le propriétaire n'a effectué aucune vérification, une négligence qui pourrait lui coûter très cher. Donc moi je vais vous remettre une convocation donc, pour le lundi 4 mars. On va essayer de fixer une heure qui vous Bah arrange. 15h. 15h. Sa femme n'en revient toujours pas. Alors Ça, là, vous vous nous le- auriez vous dit, restituez à je sais monsieur pas, Dubourg, n'importe là. lequel. Vous avez Mais pris ça alors, en haut. lui, c'est vrai, ça fait 4 Vous ans avez qu'il pris vient ça quand où? même. C'est monsieur Dubourg qui nous l'a Et remis il au-dessus. s'est pas rendu compte qu'il nous mettait en position. Vous le avez? Et puis, C'est il faudra mettre incroyable. votre Voilà, messieurs, dames. Bon, Bonne journée à vous. Au revoir. merci. revoir. Au Au revoir, messieurs, dames. 18h, retour à la brigade. La journée est loin d'être achevée. Ce soir, le CODAF a prévu une grosse opération. La cible, un restaurant chinois. Dernier brief avant le départ. On a une information des douanes disant que des passeports transiteraient entre la Chine et ce restaurant par voie postale. Donc ce soir, on va vérifier si ces gens-là sont bien en activité, si c'est bien eux qui travaillent avec cette identité.
C'est qu'on soupçonne qu'il y ait des échanges de passeports. Donc on va éclaircir tout ça. Le restaurant qui ferait transiter des passeports est à seulement quelques kilomètres. Faut pas qu'il sorte de toute façon. Terminé. Pas qu'il remonte dans les étages. Tout de suite, la police procède au contrôle d'identité du personnel. Contrôle de luxe. Voilà, vous avez les passeports, les papiers? Ils sont où? Leur priorité, identifier le gérant. Bonjour messieurs. Contrôle de luxe. Vous me mettez là, s'il vous plaît? C'est qui le gérant? Moi, c'est Théo. Le patron? Ouais. Vous? Ouais. Vas-y. Donc le... Pendant que l'identité du gérant est vérifiée, le reste de l'équipe investit les lieux. C'est qui est là? Et ce qu'elle va découvrir Et puis la dame, c'est qui? est pour le moins surprenant. C'est qui la dame? Une femme s'est cachée dans un cagibi et tout semble indiquer qu'elle y vit. Et calmez-vous, madame. Cool. Cool. Ok. Ça va aller? Bon, passeport. Madame. Madame. Passeport. Madame. Passeport. Il a un passeport, la dame? Non, elle ne comprend pas. Par contre, il faut lui dire. Demandez-lui voir son passeport à la dame, s'il vous plaît. Madame, vous parlez français, vous? Oui, qui, c'est un cette dame, peu- pour vous? c'est un votre peu- famille? C'est la famille, la dame? C'est qui pour vous? C'est une amie, C'est une copine? Nounou. Mais elle est arrivée quand en France? L'épouse du gérant la présente comme sa nounou, mais elle refuse d'en dire plus. Ok, fais-la sortir s'il te plaît. Oui, parce que ça va pas aller. Non, non, vous attendez. Venez, madame. Entrez. Allez-y, madame, c'est pas grave. Allez-y, de toute façon. Nous aussi, on est en train de travailler, d'accord? À côté, le ton monte. Vous êtes salarié. Pour l'instant, on vous demande d'attendre 5 minutes. Vous attendez là, point bord. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bon, alors mais je peux il vous faut entendre. Je ne veux pas vous entendre. D'accord? Voilà, ne peut pas nous déranger. Allez, venez ici, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle n'a pas. Regardez-moi là. Passeport? Vous avez un passeport? Passeport? Non? Non, mais lire. Allez, venez. Impossible d'obtenir les papiers de la jeune femme. Le policier tente alors de soutirer des informations au gérant. Monsieur, parlez français. Elle a des papiers, pas de papiers. Autant dire la vérité tout de suite. Hein? Elle n'a pas de papiers. Pas très bien français. Oui, mais enfin, vous avez bien compris quand même. C'est Hein? on va, monsieur. Non, vous avez bien compris. Est-ce qu'elle a des papiers, pas de papiers? Pas de papiers. Est-ce qu'elle a passeport? Non, il n'y en a Pas de passeport du tout? pas. Non, je suis... Ses affaires, elle, c'est où? C'est tout dans le placard là-haut? Non, madame ici, vacances. Eh bien, ses affaires, elles sont où? Déjà ici, 2 jours. Oui, mais ses affaires, elles sont où? Il y en a Vous allez vite imprimer ce que je vais vous dire. Hein? Elle doit avoir un blouson, des affaires. Elle n'est pas revenue depuis la Chine, sans vêtements, sans affaires. Les policiers décident d'isoler la jeune femme sans papier pour tirer la situation au clair. Mais le gérant les rejoint et s'en mêle. Monsieur, Oui. la dame là, le passeport de la dame, il est où? C'est vous le responsable, c'est vous le responsable de cette dame. Elle est chez vous, la dame? Moi, je ne sais pas. Ah, mais il est où son passeport? Demandez-lui. C'est-à-dire, elle est arrivée quand? Il n'y en a pas. Elle n'a pas de passeport? Mais elle est arrivée quand, la dame là? Mais restez là, je vous parle là. Moi, elle est arrivée je quand, la dame? travaille. Oui, d'accord, mais nous aussi on travaille. Lyon, c'est beaucoup. Hein. Nous aussi on travaille Pourquoi beaucoup. c'est pas possible? La dame, elle est arrivée quand en France? Je ne sais pas. Vous savez pas? Elle est chez vous, vous savez pas? Le gérant finit même par se montrer agacé par la situation. Alors, les policiers tentent d'en savoir plus avec l'aide d'un employé. Parce qu'elle m'a dit, parce qu'elle est venue pour ça c'est entre familles, Oui, bien sûr, pour en la vacances, voir, mais oui. qu'il a dit son passeport qu'il a perdu. Qu'elle a perdu. Est-ce qu'elle a un visa pour venir en tant que touriste? Le visa, parce qu'il a été volé visa à l'aéroport. Passeport perdu, visa volé. Après 20 minutes de discussion qui ne donnent rien, la police se montre plus menaçante. Monsieur, venez voir 2 minutes. Vous avez perdu le passeport? Dans cette affaire, c'est lui le responsable. Vous lui expliquez que lui,
il risque des poursuites pénales pour avoir quelqu'un qui n'a pas de papier en France. Donc soit il nous aide et on nous donne le passeport, soit il s'engage à des responsabilités pénales. La police rappelle au gérant ce qu'il risque. Aux yeux de la loi, il est responsable de la situation de la jeune femme. Parce qu'elle a dit, parce que son passeport est déjà perdu à l'aéroport de Charles de Gaulle. Paris ? Ouais. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, le gérant campe sur ses positions. Au bout d'1 heure et demie, les inspecteurs décident de procéder à la fouille de l'appartement. Pardon, là je rentre. Là, viens là. Vous lui dites qu'elle se mette ici et qu'elle me montre où sont ses affaires. Je vais tout fouiller l'appartement. S'il y a son passeport, je le trouverai. Les policiers passent le cagibi au peigne fin. Sous le regard amusé et quelque peu provocateur de la femme du gérant. Il y a quoi dedans? Oh, le passeport. C'est quoi qui est tombé? C'est quoi ça? Au bout de quelques minutes, ils finissent par mettre la main sur le soi-disant passeport perdu. La jeune femme est bien rentrée avec un visa de tourisme en France. Voilà. Seulement voilà, il est périmé depuis plusieurs mois. Elle est donc en situation irrégulière. Allez madame, on y va. On y va? Immédiatement conduite au poste, la jeune femme risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 4 000 € d'amende et une interdiction de séjour sur le territoire français pendant 3 ans. Quant à son employeur, il encourt jusqu'à 15 000 € d'amende. Changement de décor, Pauillac en Gironde. Comme chaque année se tient ici un festival de reggae. Pour l'occasion, beaucoup de stands se sont installés. Le contrôle va se décomposer en 2 phases. La première, avant midi, on va contrôler des restaurants qui se trouvent sur les quais. Et cet après-midi, après déjeuner, nous irons contrôler justement tous les stands de restauration rapide qui se trouvent sur le festival reggae. Les équipes de gendarmerie et de l'URSSAF s'apprêtent à débusquer les travailleurs au noir. Le commerçant et en particulier des restaurateurs. On arrivera par ici. On va se garer là très facilement, puisque la zone est protégée pour ça. Et surtout, on est tous solidaires, c'est-à-dire qu'on fait attention les uns aux autres, on ne sait jamais. Et le contrôle, on attend que tout le monde est fini pour passer à un contrôle suivant. Ok? Des questions? Voilà, donc c'est uniquement pour le travail illégal. Pas une minute à perdre, l'équipe passe immédiatement à l'action. Bonjour madame, vous êtes l'employé? Bonjour. Très vite, problème. La responsable d'un établissement n'a pas fait la déclaration préalable à l'embauche de ses employés. Or, la loi précise que l'employeur doit faire ses déclarations 8 jours avant le premier jour d'embauche. Vous connaissez les dates? Oui, mais monsieur, on ne sait jamais si les gens vont venir. Le personnel, monsieur. On ne sait pas. Parce mais que il faut les déclarer préalablement. Mais monsieur, 8 jours je n'ai pas avant. leur numéro. Oui. Ils viennent de loin. Je n'ai pas leur numéro de sécurité sociale, monsieur. D'accord. Ni s'ils ont leur numéro. On va effectuer le contrôle. Voilà. Tu vas voir parce qu'ils rentrent chez les gens sans autorisation quand même. Madame. C'est une perquisition qu'on me fait à ce moment-là. Moi, je veux un papier. Parce que là, il y a un peu d'abus quand même. Je vous explique. Je ne fais pas de restaurant, je ne fais que les sandwichs et le bar aux gens. Voilà. Nous intervenons, nous avons accès sur tous les lieux de travail. D'accord, mais la façon que vous faites. Mais c'est de fête quand même, il y a un peu. Il n'y a pas d'histoire de fête ou pas. Donc, nous intervenons de la même manière dans tous les établissements. Donc, madame, vous avez un cachet de l'établissement, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai rien là, madame. Ah. Nous sommes en pleine fête, madame. Oui, madame, j'entends bien que... Comme je vous dis lundi, si vous voulez, je vous donne... Est-ce que vous avez un registre unique du personnel? Mais oui, je l'ai, madame, mais pas ici. Je vous dis lundi, je vous mets tout à la merci si vous voulez. Mais aujourd'hui, madame, on a 3 jours à faire. Vous savez ce que c'est que 3 jours à faire? Je vous ai interdit, madame, de filmer. La loi est la loi. Et Mais oui, mais la loi, monsieur, elle ne dépend pas de nos besoins. Ils s'en foutent, on n'existe pas. Là, on contrôle 3 On n'existe que le jour du vote. On contrôle 4 personnes et les 4 personnes ne sont pas déclarées. L'employé au bar fait lui aussi partie du personnel non déclaré. Visiblement, que sa patronne se fasse contrôler semble plutôt l'amuser. Mais très vite, la sanction tombe. Madame, que ce soit dit, que vous ayez bien conscience, un salarié qui n'est pas contrôlé dans les, déclaré dans les délais, c'est 45 000 € d'amende,
3 mois de prison. C'est un délit. Ils exagèrent. Non, mais franchement, qui ferment donc les commerces. Non, madame. Attends, il y a une question que j'ai posée. Écoutez, dans les gouvernements, quand ils font des conneries mortelles, ils n'ont pas 45 000 € d'amende. 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Avec le travail illégal, c'est tolérance zéro. On joue, on gagne ou on perd. L'État a gagné. Et pour que l'État continue de gagner, Sylvie poursuit ses contrôles. Quelques mètres plus loin, un stand suspect attire son attention. Les horaires de travail des salariés, monsieur. Je fais des petits, en fait, j'ai un bloc-notes, je mets les noms. Vous allez me montrer votre carnet? Mais c'est moi qui les remplis au fur et à mesure. Oui, mais allez le chercher. Ben, je ne l'ai pas là. Bon, écoutez, on n'est pas né ni vous ni moi de la dernière pluie. Hein, donc, vous devez mettre en place les horaires de travail. J'embauche à telle heure, je termine à telle heure. J'ai fait une pause. Pour cet homme, juste un rappel à l'ordre. Si l'URSSAF est si vigilante, c'est parce que les vendeurs itinérants ont souvent recours au travail dissimulé. Alors aujourd'hui, tout le monde sera contrôlé. La personne qui va arriver, j'arrive à telle heure, c'est une obligation légale. Hein. Par rapport au code du travail. Oui, mais attendez, parce que là, il y a de plus en plus de papiers. Vous notez. Notez où? Sur un document que vous... Parce que moi, j'ai mon livre, vous voyez, ça c'est mon le registre. Voilà, et alors donc il faut un autre registre. Non, vous pouvez le noter sur un document, une page, où vous marquez le nom de la salariée, le nom de votre fils. Vous commencez à telle heure, vous finissez à telle heure. Ça permet de décompter la durée du travail et ce qui permettra d'établir un bulletin de salaire. Je paye des charges, je paye des impôts, on paye pas mal de choses. Mais vous voyez, j'ai 55 ans. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que mon fils devait reprendre, mais il ne veut pas reprendre. Vaut mieux qu'il soit salarié, hein, parce qu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Vous attendez, hein. Ah, alors vous auriez été déçus si on n'était pas venu, hein? Je vous aurais appelé. Ah. Est-ce qu'ils sont déclarés, vos salariés? Ils sont déclarés, mes salariés, sinon je ne serais pas là. Est-ce qu'elle est déclarée, votre caméraman? Oui. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas blanc, dire je fais ci, je fais là, mais tant qu'on n'a pas de justificatif, on ne peut pas certifier que l'opération a été effectuée. Donc à mon avis, oui, il y a du travail dissimulé dans certains établissements, ça c'est sûr. Dans le festival, les stands suspects sont nombreux. Cette buvette attire l'attention de Sylvie. Commerçant, oui. Ouais, vous avez des papiers, je veux justifier votre identité, je vous prie. Ouais, tout à l'heure, je le ferai tout à l'heure. Non, vous nous maintenant. Sylvie a beau insister, l'homme refuse d'aller chercher ses papiers. Voilà. Je vais vous demander votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes le responsable? Oui. Votre adresse, je vous prie. 77. Rue des Rosiers. À quel endroit? Paris. 77 rue des Rosiers à Paris. Une adresse qui en réalité n'existe pas, mais Sylvie n'en reste pas là. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes ensemble là? On est ensemble. Ouais. D'accord. Donc, je voudrais votre numéro d'inscription, s'il vous plaît. Votre numéro? Ouais. Non, on n'a pas le numéro. Il est dans le camion, il est loin. D'accord. Votre nom, monsieur, je vous prie. Moi? Oui. Vous n'avez pas de papier? Non, j'ai pas les papiers là. Pas dans la voiture. Les papiers seraient dans la voiture, mais surtout Sylvie n'arrive toujours pas à identifier le propriétaire du stand. L'employeur, c'est monsieur là. C'est votre stand. Oui, mais redemande parce que j'ai compris ça. Note-toi ça parce que j'ai compris que c'était lui. Mais après, je ne peux rien en tirer. Essaie de voir. C'est un peu compliqué celui-là? C'est un peu compliqué, ouais, parce que le monsieur n'a pas ses papiers sur lui. Et c'est vrai que ses papiers sont dans la voiture. Donc visiblement, il n'est pas décidé à aller chercher ses papiers. Donc on va essayer de voir parce que visiblement c'est ce stand qui lui appartient. Et je pense qu'il ne doit pas du tout être inscrit. On n'a rien comme élément. Donc voilà. Là c'est quoi là?
Moi, j'ai relevé le nom, le prénom et l'adresse. Je n'ai aucun autre renseignement. Monsieur, vous deviez aller chercher vos papiers dans votre voiture. De toute façon, il est avec moi. Je vous ai donné mon adresse. Sylvie veut maintenant savoir à qui appartiennent ces bouteilles d'alcool. À qui c'est ça? Ce stand-là? C'est à vous. C'est votre stand à vous? D'accord. Mais vous n'avez pas le droit de tenir un stand si vous n'êtes pas commerçant. Les vendeurs semblent plutôt amusés par la situation. Sylvie finit par aller chercher les gendarmes. Bon, on va aller chercher les gendarmes parce que là, ça ne peut pas le faire. On cherche le... Le capitaine, vous cherchez? Où il est? Ouais, il est parti par là, mais il va revenir, il va revenir. Mais restez ici à la Non, limite. non, parce qu'il faut qu'on le retrouve là. Ouais, mais c'est pour ça que je vais demander. Mais finalement, les collègues de Sylvie ont fini par récupérer les informations qu'ils cherchaient. Oui, on a réussi à avoir des activités, tu vois, il m'a sorti sa carte d'activité, d'exercice. Et lui, Papouf ou le loup de là, je n'ai pas vu Papouf, moi. Bon. Voilà. Une partie de ces vendeurs de boissons serait donc en situation régulière. Allez, on y va, là. Allez, viens. Dans ce type de manifestation, il n'y a pas que le travail qui peut être illégal. Parfois, la marchandise vendue l'est aussi. Sylvie vient de repérer un vendeur à la sauvette. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. Et vous? Sans s'en rendre compte, Sylvie vient de repérer un dealer. Alain? L'homme préfère s'enfuir, abandonnant toute sa marchandise. Quelques mètres plus loin, les gendarmes réussissent à interpeller son complice. Mais ça sert à rien, il veut me filmer. Mais non, pourquoi il veut me filmer? Et pourquoi on va se mettre à l'abri là. Et puis on va appeler la brigade. Mais il y a mes affaires là, pourquoi? C'est un vendeur de produits stupéfiants. Est-ce que c'est une forme de travail dissimulé? Mais ça sert à rien, vous. Mais non, si, mais. Oh, on se calme. On se calme pas, mais. Moi j'attends une patrouille qui va venir récupérer le gars parce qu'on va le remettre. Ouais. Parce que... Ah oui, moi j'ai pas réalisé tout à l'heure. Mais oui, mais. Je savais pas ce que... J'ai dit qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du cannabis. Ah. Est-ce que vendre du cannabis sur un festival, c'est une forme de travail dissimulé? Pas du tout, mais c'est un délit qui est puni par la loi. Bah, c'est une activité commerciale, non? Non, elle n'est pas déclarée celle-là. Là, on va plutôt s'arrêter sur le trafic de produits stupéfiants. Retour en Franche-Comté, les équipes du CODAF s'apprêtent à procéder aux auditions. Il y a d'autres personnes dans le secteur ou non? Souvenez-vous, il soupçonnait ce propriétaire de faire construire sa maison au noir. Aujourd'hui, ils vont tenter de faire passer son ouvrier aux aveux. Et donc, au niveau de la rémunération, comment ça se passe? Il vous rémunère? C'est quoi ça? Bah, au niveau du salaire, je veux dire, Il vous vous donne paye? quelque chose? Il Non, vous paye? non, c'est bénévole, c'est une famille. Oui, d'accord, c'est la famille, mais là, je vois quand même que vous vivez avec 700 € par mois et Non, vous voulez mais- travailler. L'homme affirme subvenir aux besoins de sa famille avec seulement 700 € par mois. L'audition prend une toute autre tournure. En contrepartie de votre activité, qu'est-ce que vous touchez? Rien du tout, monsieur. Rien? Rien du tout. Vous gagnez, vous avez 700 € par mois, puis vous avez assez pour vivre? Vous avez une voiture? Oui, j'ai une voiture, ouais. Ouais. Vous touchez combien en allocation familiale? Je suis pas là, c'est familial. Bah dis donc, je sais pas comment vous faites, moi. 700 € par mois, j'ai du mal avec une voiture. Hein. Bénévole, en touchant 700 € par mois. Ma soeur, moi, j'ai du mal au cours. Lui, il fait l'économie quand même d'un plaquiste. Il gagne quelque chose quelque part. C'est de la concurrence déloyale. C'est de la concurrence déloyale. Normalement, il aurait dû embaucher un plaquiste, d'une part. D'autre part, est-ce que vous faites ça régulièrement avec d'autres personnes? Ah non, 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 non. Vous êtes C'est sûr, hein? Ouais, sûr, oui, je suis sûr que vous faites fouiller. Parce que là, le problème, vous n'êtes pas en cause. Ouais. Par contre, lui, il est en cause. C'est-à-dire quoi en cause? Ben, c'est-à-dire, c'est lui qui va être poursuivi. Ah, mais par Ben, parce qu'il vous a embauché sans vous déclarer. Nous, on a le droit de penser que toute la maison a été faite au black. Ah. C'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé dedans. C'est tout bon? C'est tout bon, c'est bon. fouillé. Que le prochain coup, si on vous retrouve sur un chantier, c'est vous qui vous retrouvez en garde à vue. Hein. Ah ouais, c'est... Oui, oui. Oui, alors faites attention. Et avec certainement suppression des aides
pour les allocations de fin de droit chômage. Hein. Pour avoir accepté un travail non déclaré, l'ouvrier risque la suspension de ses prestations sociales. On tombe sur quelqu'un qui fait partie des vrais menteurs, parce que oser affirmer avec un petit sourire narquois qu'on peut vivre royalement en France, surtout dans une ville comme Pontarlier où le train de vie est assez cher, avec 700 € par mois, en ayant, on va dire, véhicule. Donc bon, c'est vrai qu'il s'enfonce un petit peu dans ses déclarations, quoi. Donc là, on est vraiment dans un cadre, on va dire, on pense quand même s'orienter vers de la fraude caractérisée. En effet, quand un employeur rémunère un salarié, il doit s'acquitter de charges patronales. Celles-ci représentent 64% du montant du salaire. Autrement dit, quand une entreprise paie son salarié 1 000 €, elle doit verser 640 € à l'État. Michel Abervé est professeur d'économie à l'université. Pendant plusieurs mois, il a réalisé une enquête sur la fraude sociale en France. Il est bien certain que là où il y a fraude, là où il y a non-déclaration, ça fait une perte de recettes et une faiblesse du système nécessaire pour faire fonctionner l'ensemble du dispositif social. Mais le travail dissimulé n'est pas la seule fraude qui coûte cher à l'État. Les arnaques à la caisse primaire d'assurance maladie représenteraient une perte de plus de 13 milliards d'euros. Et parmi ceux qui trichent, les professionnels de la santé. Quelque part dans le nord de la France, c'est ici que vit Sylvie. Une maison digne d'un chef d'entreprise que Sylvie doit à son métier. Pourtant, elle est infirmière, une profession qui rapporterait en moyenne 2 000 € par mois. Un bien exceptionnel que Sylvie pourrait ne pas garder, car il y a 2 ans, sa vie a basculé. En pleine nuit, elle est arrêtée. Pendant ma garde à vue, les policiers m'ont emmené chez moi pour perquisitionner. Vous savez, c'est comme un coup de poing, hein. Vous vous êtes pris un coup de poing en pleine face, donc j'étais complètement abasourdie. Donc ils sont venus dans mon bureau, notamment parce qu'ils ont fouillé toute la maison, mes armoires, mes tiroirs. Ils se sont installés comme chez eux et puis ils ont fouillé partout. Et donc dans mon bureau, il y avait des ordonnances partout, tous mes papiers, toute ma comptabilité. Il y en avait des tonnes partout. Et qu'est-ce que c'est que ça et machin. Ce que l'on reproche à Sylvie, être une voleuse. À partir du moment où ils considèrent que vous êtes fraudeur, vous fraudez pour tout, pour tout, pour tout. Vous faites un pas devant, de toute façon, c'est de la fraude. À partir de là, ils m'avaient cataloguée comme une fraudeuse, une voleuse, une tricheuse. Donc tout ce qu'ils trouvaient, c'était que des faux. C'était que des faux, c'était que des faux, c'était que des faux. Si la police accuse Sylvie, c'est parce qu'il la soupçonne d'avoir réalisé des actes fictifs et d'en avoir surfacturé d'autres. Ce qu'il faut savoir dans notre profession, c'est que le premier acte vous est payé à 100%, le deuxième acte vous est payé à 50%, et tous les autres actes effectués auprès de ce patient ne sont pas payés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous effectuez 8 actes, ce qui arrive, hein, quand les personnes sont en fin de vie ou ont vraiment des très grosses pathologies, donc ça veut dire que vous n'êtes payé que d'1 soin et demi. En clair, Sylvie a facturé des soins qu'elle n'avait pas le droit de faire payer. Moi, le médecin établissait des ordonnances pour tous les soins réalisés et que je codifiais tous les soins réalisés. Pourquoi? Parce que je les faisais. C'est vrai que je l'ai fait en le sachant. Sylvie est soupçonnée d'avoir escroqué la caisse d'assurance maladie à la hauteur de 700 000 €. J'ai surfacturé. Mais pour moi, j'appelle pas ça... Pour moi, de la fraude, c'est quelque chose de caché. Or, je n'ai jamais rien fait en cachette. Un salaire qui aujourd'hui lui coûte cher. Depuis, c'est sa vie entière qui a été bouleversée, mais aussi celle de son mari. Tu veux un café? Bah, volontiers, oui. Pascal a lui aussi été placé sous contrôle judiciaire pour recel. Une situation qu'il vit très mal. Aujourd'hui, il prétend ne pas avoir été au courant des activités de sa femme. Moi, je lui ai fait confiance. Une fois, je lui ai dit effectivement, tes revenus ils augmentent quand même très très fort. Elle m'a dit, c'est normal, je travaille 2 fois plus que les médecins. Moi, c'est tout, je me suis arrêté là, j'y connais rien, moi. Moi, je suis un technicien informateur, je suis pas un mec de la médecine. Pascal, mes revenus, ils ont aussi augmenté suite à mon remplacement de ma collègue qui a eu un parce que t'avais et ça, ils n'en ont pas tenu compte. Il y a eu une fraude fiscale qui a eu lieu parce qu'effectivement, elle a fait plus ou moins vis-à-vis du fisc des déclarations qui sont un peu fausses. Elle n'a pas déclaré tous ses revenus, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire actuelle. Je ne dis pas qu'elle n'a pas exagéré, qu'elle n'a pas fait des bêtises,
Mais attendez, elle travaillait, elle se levait le matin, elle prenait sa voiture, quel que soit le temps, elle allait soigner les gens. Combien de vies elle a sauvées? Combien de gens elle accompagnait dans leur parcours vers la mort? Mais ça compte pas, ça n'a pas d'importance. C'est pas une totale injustice. Je reconnais que mon épouse n'a pas respecté la nomenclature, mais à juste titre. Pour moi, quand on travaille, on est payé. Aujourd'hui, Pascal se sent victime d'une injustice. Oui, je suis en colère, parce que moi j'ai 59 ans. Dans 1 an ou 2 ans, je suis en retraite. Et je vais finir ma vie, j'ai plus rien. On me prend tout. On me prend tout. Quel avenir j'ai? Quel avenir j'ai? J'ai rien, j'ai rien. Et quel présent? Mais le présent, on n'en parle même pas du présent, puisque personne n'en tient compte du présent. Pascal et Sylvie sont dans l'impasse. Tous leurs biens leur ont été confisqués et leurs comptes ont été gelés. Ils n'ont plus aucun revenu. Si au moins on me laissait retravailler. Je n'ai même pas le droit de travailler. Alors j'ai cherché des emplois de vendeuse, même de femme de ménage, ça ne me gêne pas. Moi je suis prête à tout, au moins avoir un objectif, me lever le matin pour me dire tu vas travailler, tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre, quoi. Une décision qui met en colère Pascal. Quelle absurdité de nous interdire de travailler et de rembourser nos dettes. C'est complètement absurde. La décision de la procureure est complètement absurde. Bloquer les comptes, interdiction de travailler, mais c'est une débilité. Si elle veut qu'on rembourse nos dettes demain, il faut nous laisser travailler. Comment on va travailler? Comment on va rembourser si on ne travaille pas? Comment? Pascal ne nie pas la fraude de son épouse et il est bien décidé à la soutenir jusqu'au bout. Elle a détourné 750 000 €? Eh bien, qu'il nous le prouve. Qu'il nous le prouve. Il n'y a pas de preuve. Et aujourd'hui, je vous le dis franchement, les caisses n'ont pas de preuves. Elles ne contrôlent rien, elles ne font rien. Elles s'appuient sur des contrôles statistiques, elles appliquent des courbes hétérogènes. Elles disent, voilà, on est censé gagner ça, elle a gagné ça, donc elle est forcément dans la hors norme, donc on l'accuse. Moi, je n'accepte pas ça. Je ne veux pas l'accepter. Elle n'a pas surfacturé, donc je ne suis pas d'écureuil. Non. Elle a facturé des actes qu'elle ne devait pas facturer. Parce que la nomenclature est complètement aberrante, elle est débile. Les soins, elle les a faits. Ok, elle les a facturés, mais elle les a faits. Moi, c'est pas de la fraude. Tout travail mérite salaire. Un point, c'est tout. Mais c'est pas de la fraude pour moi. Mais aujourd'hui, plus que jamais, Pascal redoute la décision de la justice. Et je vais vous dire pire. S'ils n'arrêtent pas d'inquiéter mon épouse comme ça. Moi, mon épouse, avant 1 an, elle est morte. Parce qu'elle sera partie. Elle se sera suicidée, mon épouse. Ça fait 10 mois que je me bats pour qu'elle ne le fasse pas. 10 mois. Elle sera partie. Moi, je me retrouverai tout seul. J'irai vivre chez mes parents, chez mes filles. Je n'aurai plus rien non plus. J'aurais travaillé toute ma vie, élevé 4 gosses. Et pourquoi? Pour rien. En effet, depuis qu'elle a été arrêtée, Sylvie a sombré dans la dépression. Elle ne sort plus que très rarement de chez elle, de peur d'affronter le regard des autres. Vous voyez, la seule fois où je sors en ville, c'est de chez moi au parc pour emmener mon chien, faire sa petite balade dans le parc et la mettre en liberté. Les gens me regardent et puis bon, mon mari a quand même été molesté, ma maison taguée. Tant que la situation ne sera pas éclaircie, je ne sortirai pas. Et encore, à une époque, là maintenant, je vais encore jusqu'au parc. À une époque, je ne sortais même pas de chez moi. Dans un instant, vous verrez que Sylvie est loin d'être un cas isolé. Philippe, lui, est arrivé à faire défaut pour augmenter son chiffre d'affaires. J'ai scanné des ordonnances qui avaient été tapées sur un ordinateur et j'ai falsifié les noms des patients et le nombre d'actes. Le chiffre d'affaires augmentant, les charges augmentant, vous ne pouvez plus sortir la tête du sac. C'est plus possible. Votre vie devient un enfer au quotidien. Vous découvrirez également comment certains médecins peu scrupuleux délivrent des arrêts maladie de complaisance. Non, vous arrêtez 3-4 jours et vous voyez quelqu'un d'autre à la vanne du camion. Vous faites exactement vous. Même si une blague, vous faites là. Infirmier depuis une dizaine d'années, cet homme que nous appellerons Philippe a lui aussi escroqué la sécurité sociale. Il tient à préserver son anonymat, car dans son entourage, personne n'est au courant. J'ai scanné des ordonnances qui avaient été tapées sur un ordinateur
Et j'ai falsifié les noms des patients et le nombre d'actes. Donc, ce qui m'a permis de gonfler mon chiffre d'affaires. Sur 3 ans, ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires de 30%. Philippe n'a pas été surpris par son arrestation. Bien avant que la police débarque chez moi, j'étais certain qu'elle allait débarquer chez moi. Parce que j'avais un chiffre d'affaires qui était phénoménal, qui était hors norme. Je le savais. Je savais très bien qu'ils allaient débarquer chez moi. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement que continuer dans ce chemin vicieux, ce chemin qui m'a conduit à faire défaut, parce que j'avais toujours plus de dettes à payer, de traites à payer. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué à m'enfoncer, à m'enfoncer, à m'enfoncer. Le chiffre d'affaires augmentant, les charges augmentant, vous ne pouvez plus sortir la tête du sac. C'est plus possible. Votre vie devient un enfer au quotidien. Mais tricher lui permet de réaliser ses rêves d'enfant. J'achetais sur Internet des appareils photo, des ordinateurs, des choses qui coûtent un certain prix. Je me suis acheté une belle voiture, voilà, c'est un plaisir de petit garçon. Et puis, mais tout en... Même, vous voyez, le jour où j'ai acheté une belle voiture, j'y suis allé en tremblant parce que je me dis c'est de l'argent sale, c'est pas bien ce que tu fais. J'avais pas le plaisir d'acheter une belle voiture. J'ai le sentiment d'avoir été pris à un piège, comme quelque chose qui vous attrape et qui vous lâche plus, comme une drogue, comme l'alcool, ou c'est quelque chose d'insidieux, comme la cigarette, comme vous commencez par petit et puis après c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais jamais ça me serait venu à l'idée de voler à un patient 10 €. Jamais, je veux dire, c'est inconcevable dans mon éducation. C'est peut-être paradoxal, mais c'est inconcevable. Rapidement, l'argent va lui brûler les doigts. Lorsque je fraudais, j'avais honte. J'étais, on aurait dit, un faussaire, quelqu'un qui fabrique des faux billets. J'avais honte de me retrouver dans cette situation en tant que père de famille, et à faire des faux dans le dos de mon épouse, de mon fils. C'est pas ça le métier d'infirmier. Ce que j'ai fait de ma vie, c'est n'importe quoi. J'ai repris des études pour être infirmier, j'ai réussi à avoir mon diplôme, j'ai réussi à me faire une patientèle et j'ai tout détruit parce qu'on ne m'a pas arrêté à temps. Sous contrôle judiciaire aujourd'hui, il regrette de ne pas s'être arrêté plus tôt. Je pense que c'est une bonne chose, la lutte contre la fraude, oui. Ça évite à des personnes comme moi de faire n'importe quoi. J'étais addict à la fraude, j'étais addict à ces achats compulsifs qui servaient à rien, qui étaient insensés, qui m'apportaient même pas la joie de vivre. Rongé par la honte, Philippe a découvert l'histoire de Sylvie dans la presse. Il a souhaité la rencontrer pour partager sa détresse. Bonjour monsieur. Ça va? Ah non, ça va pas, non. Ça va pas du tout. L'occasion pour les deux infirmiers d'échanger leurs impressions sur leurs années de triche. J'avais pas mal de patients à grosse pathologie, avec plusieurs soins. Et comme vous le savez, oui. Premier acte 100%, deuxième acte 50% et les autres 0. Oui. Et effectivement, bon, peut-être pas pour tous les soins, mais pour une grosse partie des soins, j'ai tout facturé. Ce qu'ils appellent donc acte de surfacturation ou acte fictif. Et vous? C'est-à-dire moi, d'abord j'ai renvoyé une facture qui est malencontreusement, je l'ai mal cotée et ça a passé, il n'y a eu aucun contrôle. Et, de fil en aiguille, j'ai fait des falsifications, des faux. C'en est venu à un point que les charges augmentant, il fallait toujours payer plus, donc faire toujours plus de faux. Et donc, ah oui, c'est un engrenage en fait. C'était un engrenage infernal et c'était pas une vie, quoi. Ma vie, c'était que du malheur, quoi, on va dire. Il y avait aucun plaisir dans ma vie. J'en ai fait des bêtises. Mais j'ai quand même travaillé tout le temps. Et tout ce que je veux, c'est rembourser ma dette à la société, ce qui est tout à fait logique. Mais surtout, continuer à travailler pour pouvoir élever mon fils, qui n'a que 18 ans. Non, et puis pour avoir une raison d'exister. Et une raison d'exister. Aujourd'hui, Philippe risque de tout perdre. J'espère qu'on se reverra. Vous m'appelez quand vous voulez. D'accord? J'ai vraiment besoin d'un soutien. Merci, je suis là. Hein. Et puis vous savez que je suis dispo, je suis comme vous. J'ai du temps.
Sincèrement. Merci beaucoup. Vous m'appelez quand vous voulez. Il n'y a pas de C'est souci. gentil. Bon courage. Si Philippe est effondré, Sylvie, elle, ne semble pas bien réaliser ce qu'elle risque précisément. Malheureusement pour elle, son avocat va le lui rappeler. Madame. Monsieur Nio. Et vous-même? Ça va. Bien. On va faire le point, madame, sur la situation devant le juge d'instruction. Oui. Son avocat s'apprête à annoncer à Sylvie ce qu'elle redoute depuis des mois. La peine d'emprisonnement ferme est envisagée, peut être envisageable par le procureur de la République qui peut faire une proposition comme celle-là. Il y a ce risque-là, puisque le code pénal le prévoit. Oui, ça me fait peur. Parce que de toute façon, Maître Agneau sait très bien que je n'irai pas en prison. C'est simple, je n'irai pas en prison. Il n'y a même pas À réfléchir. à réfléchir, je sais exactement ce que je ferai. Vous m'avez dit ça depuis que vous avez perdu aussi votre maman. Parce que vous Oui, aviez... parce qu'en plus, si vous voulez, jusque-là, moi j'ai tenu parce que je tenais pour ma maman, mais maintenant elle n'est plus là. J'ai pas d'enfant. J'ai un chien. J'ai pas d'enfant, donc mon mari, effectivement, il a 59 ans, mais bon, il s'en remettra. Je veux dire, je peux très bien être morte de maladie. Hein. Malheureusement, j'ai suffisamment soigné de gens pour le savoir. Mais je n'irai pas en prison. Je n'irai pas en prison et je sais exactement comment je partirai. Tout est prévu. Tout est prêt ici. J'ai déjà réfléchi plusieurs fois. Tant que j'avais maman, je ne pouvais pas lui faire ça. Elle avait besoin de moi. Je suis désolée. Sylvie préfère mettre fin à ses jours plutôt que d'aller en prison. Une condamnation de sa cliente serait désastreuse pour son avocat. Pendant toutes ces années, elle a fait œuvre sociale, elle a soigné ces patients-là, elle ne les a pas volés, elle ne les a pas brutalisés, elle n'a pas été une mauvaise infirmière, bien au contraire, elle a été victime de son succès, voilà pourquoi elle a tant travaillé, elle a fait des actes techniques très lourds et très difficiles. Et aujourd'hui, parce qu'elle a fraudé, parce qu'il y a un problème avec cette somme d'argent, ces 700 000 € sur ces 3 ans, la justice n'a, comment dirais-je, pas laissé une chance, un seul instant, à madame de se refaire, puisqu'on lui a interdit de travailler depuis 1 an et demi. Son mari a été violenté dans la rue, parce qu'il a été reconnu. Madame a reçu, sa maison a été taguée, son téléphone n'a cessé de sonner avec des charlatans au téléphone, lui inventant tout et n'importe quoi, des menaces de tous les genres, de toutes sortes. Et surtout, madame ne sort plus de chez elle. Ça fait 18 mois qu'elle est sous antidépresseur et qu'elle ne bouge plus. Est-ce que ça le mérite? Quelle est la réponse pénale à donner à madame? Est-ce que ça mérite ça? Je ne pense pas. D'ici la fin de l'année prochaine, Sylvie sera enfin fixée sur son sort. Mais comment une telle fraude a-t-elle pu être possible? Malgré nos multiples demandes d'interview, la CPAM a refusé de répondre à nos questions. Je ne suis pas la CPAM, donc je ne vous donnerai pas son point de vue. Mais ce que je constate à travers un certain nombre de cas, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui sont parfois extraordinairement bien outillés pour tricher. Et que j'ai eu vent de quelques affaires où la CPAM avait mis en cause ce qui lui apparaissait des facturations abusives et qu'ils ont eu affaire à l'avocat de la personne, à des procédures, etc. Et il me semble qu'ils ont, à travers ces cas, préféré constituer des dossiers solides où la fraude était avérée, plutôt que de donner des avertissements. Les professionnels de la santé ne sont pas les seuls à frauder. Les assurés, eux aussi, n'hésitent pas à détourner l'argent de la sécurité sociale. Avec 231 millions de jours d'arrêt maladie par an, la France détient le record du monde. Et un arrêt maladie sur 5 serait injustifié. Problème, par manque de moyens, la sécurité sociale contrôle rarement les arrêts maladie inférieurs à moins de 2 mois. Un manque de moyens dont certains ont décidé de tirer profit. Luxeuil-les-Bains, en Franche-Comté. Franck Charpentier a abandonné son emploi dans la grande distribution pour diriger une entreprise assez spéciale. Ça marche bien. Oui, bonjour docteur, cabinet Medivarif à l'appareil. C'est noté, on s'en occupe. Au revoir docteur. Les arrêts maladie que la sécurité sociale ne peut pas contrôler le sont ici par cette entreprise. Près de 12 000 employeurs font appel à cette société pour vérifier que les arrêts de travail ne sont pas abusifs. Pour contrôler son salarié,
L'employeur devra débourser 95 €. La traque aux fraudeurs se révèle donc être un business plutôt rentable. Évidemment, plus les gens vont être tentés par l'arrêt de travail abusif, plus nous, on va avoir d'activités, c'est évident. A contrario, on est quand même au service des employeurs et on propose un outil de lutte contre l'absentéisme abusif. Donc évidemment, on n'est pas là pour l'encourager, bien sûr. Oui, mais c'est mieux pour vous s'il y a plus... Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux si les employeurs contrôlent, évidemment. En un clic, n'importe quel employeur peut mandater ce que l'on appelle un médecin contrôle. L'intérêt pour l'entreprise, ne plus verser d'indemnité si le salarié contrôlé bénéficie d'un arrêt injustifié. Le docteur Michel Bourdet est médecin généraliste. Et quand il n'est pas à son cabinet... Je suis médecin en ville. On m'a demandé de vous voir parce que vous avez eu un arrêt de travail. Il fait partie des 4000 médecins contrôle qui traquent les fraudeurs. Faut être sur ses gardes, faut être vigilant. Non, vous allez avoir des ennuis sinon. Non. Chasse à la fraude. Et aujourd'hui, justement, il a été mandaté par la société de Franck Charpentier. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, il est 9 h du matin. Donc le but, c'est de voir d'abord s'il est bien chez lui, parce que quand on est au repos, on doit rester chez soi, et de juger s'il est capable de reprendre son travail à l'issue de l'arrêt, ou s'il doit reprendre même avant. Là, c'est le 7, donc il faut aller au 9. Et le 9, c'est peut-être qu'on est passé devant là encore. C'est peut-être cet immeuble-là. Venir à l'improviste chez les gens, dans un endroit que je ne connais pas, il faut trouver. C'est un peu quelque chose qui est inhabituel, parce que d'habitude, on va chez les gens, ils nous attendent. Alors que là, c'est tout improvisé. C'est plus compliqué. Arrivé devant la porte, le médecin frappe. Je suis un médecin. Mais le malade tarde à ouvrir. Il arrive. Il y a un effet de surprise qui est désagréable. La surprise fait toujours peur. On peut entrer? On peut entrer. Monsieur D, bonjour. Je suis un médecin. Je suis médecin en ville. Ouais. On m'a demandé de vous voir parce que vous avez eu un arrêt de travail. Ouais. Je peux vous parler quelques instants? Ouais. D'accord. Cet homme éboueur à Paris a été victime d'un accident de travail. Arrêté depuis un mois, son patron veut être sûr qu'il va reprendre son emploi. Et maintenant, comment allez-vous? Ça va. Et je peux voir votre poignet s'il va mieux? Oui, ça va. Alors, vous êtes en arrêt de travail jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, avec ça et quelques comprimés, vous pourrez retravailler? Oui. Ça ira? Oui, Faites voir un peu votre poignet. Là. Il est assis à la radio, il est là? Oui. Le médecin ne prend même pas la peine de regarder les radios. Il est mince, hein, il n'est pas gonflé par rapport à l'autre. Vous voyez, il est bien. Est-ce que vous êtes limité dans vos mouvements? Ça tire encore un peu? Ah non, on ne touche pas ici, là. On ne touche pas là. C'est là que vous avez mal. Voilà. Mais là, il n'y a rien de cassé. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir retravailler? Vous mettez votre attelle, vous prenez un petit comprimé, un peu de pommade, hein? Vous êtes solide? Quelques médicaments, une attelle. Voilà ce qu'il préconise. À mon avis, un mois de mobilisation de votre poignet vous a fait du bien. Ça va, voilà, donc vous allez essayer de reprendre votre travail. En 15 minutes seulement, le médecin dissuade l'homme de prolonger son arrêt. Il l'incite fortement à se remettre au travail. Vous allez reprendre à l'issue de l'arrêt de travail. Il faut vous signer là comme quoi je vous ai vu, ici, et que je pourrai envoyer mon rapport. Le malade semble plutôt surpris de ce contrôle au saut du lit. Je ne savais pas que vous venez aujourd'hui. Ah non, c'était ça. Je ne savais pas. Mais moi non plus. Mais je sais que c'est normal pour contrôler. Ouais. Je sais, c'est normal. Bonne journée, bonne reprise. Hein? Un salarié qui reprend le travail. Le médecin semble plutôt satisfait. Ma visite aura donc pour but de le remettre au travail, ce qui n'était pas sûr, mais sachant qu'il a été contrôlé, ça l'a incité à reprendre son travail. Et la tournée du docteur Bourdet ne fait que commencer. On va voir si cette personne est logiquement en arrêt de travail ou s'il y a un abus. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis un médecin généraliste de la ville d'à côté. On m'a demandé de venir vous voir dans le cadre de votre arrêt de travail. Cette fois-ci, c'est une femme visiblement très fatiguée et en pyjama qui lui ouvre.
Donc le but, c'est de savoir si votre arrêt de travail il est justifié ou pas justifié. Donc il faut que vous me disiez ce que vous avez comme maladie, ce qui ne sera pas raconté à votre employeur, et pourquoi vous êtes en arrêt de travail et jusqu'à quand. C'est ça qu'ils veulent savoir. J'ai la grippe. Oui. J'ai 40 ans. Oui, c'est pas une voix habituelle, j'imagine bien, qui ne correspond pas. Ah, d'accord. J'ai 40 fièvres. C'est vrai, je suis fatiguée, je suis complètement... Bah, quand vous avez eu de la fièvre aussi. La grippe, ça fatigue. Hein. Ça met au lit. Hein. Ah, mais elle est costaud cette année. Hein. Donc c'est justifié et vous reprendrez donc à l'issue de l'arrêt de travail. Mais le médecin n'aura même pas besoin de la convaincre de reprendre le travail 3 jours plus tard. Mais j'espère être en forme comme pour lundi. De toute façon, lundi, je travaille dans les mutuelles, justement. Donc, je vois comment ça se passe, je vois comment ça... Et effectivement, ces abus-là, il faut les éviter. Enfin, c'est tout à fait logique, parce qu'il y a trop d'abus. Il y en a qui s'arrêtent pour des petites bouts de popo, il y en a qui s'arrêtent pour rien. Bon, madame, au revoir, excusez-nous de ce dérangement. Et puis, portez-vous bien. Mais vous allez voir que tous les assurés ne sont pas aussi zélés. Vous habitez pas là? Parce que nous, on n'a pas le code, on va chez monsieur. Je suis un médecin. Ah bah, celui comme il faut, c'est très bien, il nous aide. Parfait. Alors, il faut se trouver monsieur Échour. 112. C'est là, oui. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne, on va voir. Nouveau contrôle, et cette fois-ci, en dépit de son insistance, personne n'ouvre au docteur Bourdet. Bon, je m'aperçois que ce monsieur n'est pas là. Il est en faute, car normalement, il doit être aux heures d'arrêt de travail. Il a certaines heures à respecter. Et là, il n'a pas à respecter les horaires, puisqu'il faut qu'il soit chez lui entre 14h et 16h l'après-midi. En effet, quand on est en arrêt maladie, on a l'obligation d'être chez soi entre 9h et 11h et 14h et 16h. Donc aujourd'hui, on est le 22, 2, 13, il est 14h30. Donc il est absent. Hein. Donc on va lui mettre l'avis de passage dans la boîte à lettres. Il faut qu'il contacte le numéro qui est inscrit sur l'avis de passage. On ne peut pas conclure s'il est guéri ou pas. Enfin, il est en faute. Il devait être chez lui. Le médecin avertit immédiatement la société qui l'a mandaté. En l'absence de justificatif, l'assuré ne percevra plus aucune indemnité. Ah bah lui aussi, donc il était absent. Oui. Donc absence de réponse, sonné, frappé, sans obtenir de réponse. Et le vide passage est dans la boîte à lettres. Et personne au numéro de téléphone. Merci beaucoup. Nous allons aller faire une visite chez un patient qui souffre d'une cheville. Et il est en arrêt de travail depuis assez longtemps, plusieurs semaines, ce qui paraît anormal. Je l'ai déjà vu, j'avais déjà mis au travail. Mais juste après la visite du docteur Bourdet, l'homme est retourné chez son médecin traitant, qui lui a de nouveau délivré un arrêt. Nous allons arriver bientôt. Résultat, depuis 5 mois, l'homme ne travaille plus. Bon, nous voilà arrivés. Et nous allons essayer de rentrer dans cette résidence. Pas de réponse. Ah, monsieur, bonjour, je suis le docteur Bourdet. Je viens vous voir dans le cadre de votre arrêt de travail. Vous êtes en arrêt de travail et je suis un médecin qui doit venir vous voir pour le contrôle de votre arrêt de travail. Je suis déjà passé, effectivement. Vous pouvez m'ouvrir, c'est au premier étage, n'est-ce pas? À tout de suite. Bonjour, monsieur. C'est juste pour discuter de votre cheville. Non, vous allez avoir des ennuis sinon. Non.
Si vous refusez... Moi, je vais appeler l'inspection du travail, j'ai votre nom, je vais appeler le truc de médecin. C'est bon. Vous avez vu comme il marche? Il est en tort. Mais finalement, l'homme laisse entrer le médecin. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'entrevue. Je reviens pour votre cheville. Donc qu'est-ce qu'elle a, votre cheville? Elle ne peut pas être guérie encore. La cheville, elle se répare plus. Elle ne va pas se réparer. Oui, mais elle ne sera jamais réparée. C'est un peu long. On peut voir votre cheville, comment elle est aujourd'hui. Moi, je fais quoi? Ça fait 2 jours que j'ai du mal à marcher parce que j'ai mal à ma cheville. Oui. 2 jours que j'ai mal à ma cheville, vous voyez? Mais votre cheville, oui, d'accord, mais vous la bandez, vous prenez des cachets et puis vous allez retravailler. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, ben moi, je ne suis pas d'accord, ça fait trop longtemps. Effectivement, je suis plutôt du côté de votre employeur. Hein. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Je vous dis que vous serez mieux vu si vous allez revoir votre médecin. Moi, j'ai déjà un nouvel employeur qui me prend. Je ne vais pas inquiéter là-dessus, moi. Bon, bah écoutez, vous êtes un accident de travail. Donc, ce qu'il faudrait faire pour rester dans la légalité... Oui, non, mais d'accord, mais pour rester dans la légalité, revoir votre médecin, lui dire qu'il faut reprendre. Il va vous refaire une reprise sans guérison. Aujourd'hui, on est le 18, je vais vous mettre à reprise le 21. Là, vous ne signez pas que vous êtes d'accord, vous signez que vous avez vu ma décision, et que pour moi, il faut y aller. En réalité, l'homme multiplierait les arrêts de travail à cause d'un conflit avec son patron. En fait, vous avez des soucis avec votre patron, Voilà, c'est c'est pour ça qu'il ne comprend pas que je suis en accident de travail. J'ai une entorse, j'ai 2 ligaments déchirés et tout, mais ça lui plaît pas, c'est pas grave. Ouais, je vais l'appeler là. Mais ça fait combien de temps que vous êtes à l'arrêt, Ça fait monsieur? depuis le mois de novembre, j'ai du mal à marcher, je mets des attelles, du kiné, j'ai déjà 30 séances de kiné, ça se répare pas. Une entorse simple, c'est à peu près 10 jours. Une entorse qui dure un peu, 3 semaines. Un ligament déchiré, ça nécessite un plâtre, ça peut être 1 mois, 2 mois. Nous sommes là largement au-dessus des arrêts de travail habituels. Donc là, il y a un abus caractérisé. Ce n'est pas supportable de continuer avec ce genre d'arrêt exagéré. Des arrêts exagérés qui pourtant sont délivrés par des médecins. Pour s'en rendre compte, nous avons décidé de prendre rendez-vous avec l'un d'entre eux. Paris, dans un bel immeuble haussmannien. Nous nous faisons passer pour un couple qui souhaite prendre des vacances. On est en couple, on a tous les deux des boulots très prenants. On commence un petit peu à être un peu à bout par tout ça et on n'a surtout pas de vacances qui se prolongent devant nous. Donc, au vu de notre petite forme, on voulait savoir si on avait besoin d'un break, si éventuellement vous pouviez nous fournir un arrêt. Un arrêt de quelques jours? Ça dépend de... Une semaine ou 2? Non, vous arrêtez 3-4 jours et vous voyez quelqu'un d'autre à la fin du 4e jour et vous faites exactement le même schéma que vous faites là. Ce médecin n'hésite pas à nous donner une combine pour prolonger notre arrêt. Plus, votre médecin, il donne un arrêt de 4 jours, c'est-à-dire celui où il sait que le système de contrôle ne peut pas fonctionner, le temps d'envoyer le certificat, etc. C'est-à-dire qu'il organise sciemment le système non contrôlable. Des arrêts maladie incontrôlables délivrés par des médecins peu scrupuleux. Vous allez voir que certains professionnels de santé vont encore plus loin. En théorie, la chirurgie esthétique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Mais dans les faits, certains praticiens vont jusqu'à trafiquer les dossiers médicaux de leurs patients pour qu'ils se fassent rembourser une partie de leur opération. Démonstration avec notre journaliste qui veut se faire une rhinoplastie. J'aimerais quand même le rétrécir un petit peu de volume. Vous allez être aux alentours de 4 500 € pour les interventions. Ça, c'est des actes qui ne sont pas du tout remboursés. Après, il faut qu'il y ait un problème respiratoire qui est pris en charge partielle. Le seul moyen pour moi de vous avoir partir pour ça serait de faire un scanner pour vous donner à faire. Hein. Si sur le compte rendu il y a une déviation de cloison nasale, comme je vous le dis, en fait, la cloison n'est jamais droite. Il faut encore faut-il qu'elle soit en fait réellement déviée pour qu'on opère quelqu'un dans l'absolu. Hein. Et moi, pour que je puisse avoir un dossier qui tient la route, il faut que j'ai au moins un scanner et que ensuite j'ai une lettre de votre médecin qui me demande de vous prendre en charge pendant le respiratoire. Pour ne pas pouvoir avoir d'ennui si je contrôle sous l'indication. Déjà, au lieu d'être à 4 500, là, vous avez 400 € de moins et 500 € de moins, donc vous avez déjà 1 000 € de moins. Hein. Prétendre avoir des problèmes respiratoires pour financer en partie une opération purement esthétique. Voilà ce que nous propose ce médecin. Mais la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas le seul organisme à être victime de la fraude. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, est elle aussi la cible de nombreux tricheurs. Paris, le 29 mars dernier. Ici se tient une conférence de presse bien particulière.
En 2012, donc, nous avons continué à progresser dans nos techniques de contrôle avec une innovation importante. C'est en bon français le data mining, le fouillage de données. Mais derrière le discours officiel, une autre réalité. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi Carole, contrôleuse à la CAF de Tours depuis 15 ans. Chaque année, elle gère près de 300 dossiers. Ce matin, nous avons justement rendez-vous avec elle. Carole doit vérifier la situation d'une allocataire qu'elle suspecte de tricher. Nous allons essayer de rencontrer une dame que je n'arrive pas à rencontrer parce que cette personne, je me suis déplacée, je l'ai convoquée 3 fois. Elle n'est pas venue. Cette personne se déclare femme isolée auprès des organismes sociaux. Pourtant, la caisse d'allocation familiale la suspecte de vivre en couple. Le père de ses enfants la suit. À chaque fois qu'elle change de département, il déménage avec elle à une adresse un peu différente. Alors soit un hébergement, soit une élection de domicile, mais jamais une adresse réelle avec des quittances de loyer, etc. Donc il suspecte qu'en réalité, elle vit avec lui depuis très longtemps. Déclarer vivre seul alors qu'on est en couple pour percevoir des prestations sociales, une fraude très courante. Seul moyen alors pour débusquer les tricheurs, se rendre à l'improviste chez eux pour tenter de les surprendre avec leur conjoint. Première étape pour Carole, vérifier les noms inscrits sur les boîtes aux lettres. Alors là, je regarde les boîtes aux lettres, puisque cette dame, j'arrive pas à la voir. Donc je regarde si effectivement elle habite ici. Je regarde aussi, et là effectivement c'est chargé de courrier, ce qui peut me laisser penser qu'elle n'est pas là. Voilà, donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes pour le dossier et expliquer pourquoi j'arrive pas à la voir. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Désolé, votre correspondant ne répond pas. On va réessayer une fois. Visiblement, la femme n'est pas chez elle. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Oui, bonjour madame contrôleur à la caisse de location familiale de Tours. Et la surprise, un homme répond avant de raccrocher rapidement. Ça va être intéressant. Alors là, c'est un monsieur qui m'a répondu et qui ne m'a pas ouvert la porte quand je me suis présentée. Donc, soit c'est un jeune homme, je regarde les enfants justement, 2011 et 2009, donc c'est pas possible. C'est un monsieur. Voilà. Donc c'est bien la suspicion que nous avions. Donc je vais essayer de retrouver le nom du monsieur pour lui montrer que je suis un peu au courant. Carole a beau insister, l'homme ne répondra plus. Désolé, votre correspondant ne répond pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit mot, quand même, pour signifier par écrit ma visite. Et puis, on va mettre ça sur le rapport. Là, il ne veut pas vous ouvrir, en fait, c'est ça ? Il ne veut pas m'ouvrir, non, parce qu'il n'est pas censé être ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai regardé l'âge des enfants, puisque là, c'est une voix d'homme. Donc, ça aurait pu être un jeune homme. Mais en l'occurrence, elle a 2 enfants qui sont petits, donc c'est pas ça. Et comme il y a une suspicion qu'elle vit avec un monsieur en particulier, je pense que c'est ce monsieur. Là, quand on voit ce genre d'attitude, donc le monsieur est là, il ne me répond pas quand je me présente, il a raccroché. Je sonne 2 fois, il ne répond pas, les choses sont claires. Vous n'avez pas sur le mot ? J'ai mis « Merci de me rappeler pour prendre rendez-vous » et j'ai mis mon numéro et il y a ma carte pour qu'elle sache que je suis passée. Elle saura, puisque ce monsieur va charger de lui dire. Mais Carole dispose d'une arme redoutable. En cas de refus de contrôle, la sanction est immédiate. La CAF cesse tout versement. Dans 15 jours, quand ils vont réaliser qu'il n'y aura plus de prestations tant que je ne les aurai pas rencontrées, que la situation ne sera pas clarifiée, ils vont finir par venir. Et à mon avis, à ce moment-là, ils me diront tout. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais mettre visite inopinée. Un monsieur me répond. Elle perçoit les allocations familiales. On a 127 €. L'allocation de base pour un enfant de moins de 3 ans, 182 €. Les aides au logement, 289 €, 299. Et le RSA, 564 €.
soit près de 1 200 € d'allocation par mois qui désormais ne seront plus versés à la femme suspectée de fraude. Direction le siège social de la CAF. C'est dans ce service que chaque jour 6 agents pour tout le département de l'Indre-et-Loire font la chasse aux tricheurs. Dans ces bureaux transitent des informations capitales, fiches de paie, comptes en banque, avis d'imposition, déclaration Pôle emploi, autant de croisements de données qui vont permettre aux contrôleurs de pister les fraudeurs. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille pour détecter une fausse situation? Ça va être des incohérences sur le contrôle global du dossier. On va constater qu'il y a des incohérences. Donc un loyer très élevé avec une personne qui touche peu de prestations mais qui serait sans activité. À peu près à tous les coups on gagne. Une personne qui aurait eu un enfant après une séparation. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu suspect. Des personnes qui se suivent, qui sont colocataires ou qui sont séparées, mais qui se suivent de CAF en CAF. En général, c'est un peu louche. Voilà, c'est les situations en général qu'on retrouve. Et pour gagner à tous les coups, la CAF dispose aussi de logiciels non officiels. Quand on a des doutes sur les vies familiales, on peut aussi recourir à des recherches sur les réseaux sociaux. Donc je ne vais pas en nommer, mais on en connaît tous. Voilà. Et du coup, parfois, on a des informations intéressantes. Après, il faut être sûr que c'est le bon. C'est là que ça devient plus compliqué. Mais vu que les gens ils aiment bien dire un peu ce qu'ils font dans la vie, c'est sympa. Autant de moyens qui rendent la fraude de plus en plus difficile. Avant, on n'avait pas de fichier commun comme ça. Donc il y a encore 10 ans, je pense que c'était plus facile de frauder. Potentiellement, vous pouviez être inscrit à la CAF de Tours et à la CAF d'Angers sans qu'on le sache trop, en fait, si vous avez une adresse. Donc c'était quand même un peu moins vérifié. Aujourd'hui, il serait donc plus difficile de tricher qu'il y a quelques années. Mais vous allez voir que certains parviennent malgré tout à contourner le système. La seule chose que j'aurais pu avoir, c'était à la faire avouer. Et j'ai réussi qu'une partie, mais pas suffisant, quoi. Retour à la CAF. Après une enquête minutieuse menée par la cellule fraude, Carole se rend chez une allocataire qu'elle connaît bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce dossier, il y a déjà eu un redressement. Madame avait déjà indiqué qu'elle était séparée, or elle ne l'était pas. Donc on vient pour la deuxième fois. Je pense qu'elle retente. Elle se dit ça n'a pas marché une première fois, je vais retenter. En plus, elle était passée pour fraude. Hein. Enfin, elle était passée en commission fraude. À hauteur de combien? Il y avait un indu de 12 000 €. Déjà épinglée une première fois, la locataire aurait récidivé. Aujourd'hui, elle est suspectée de percevoir une allocation femme isolée, alors qu'en réalité, elle serait en couple. Bonjour madame la CAF. Vous êtes à quel étage madame? Merci. Et dès son arrivée, Carole relève un premier indice qui alourdit le dossier. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a le nom de monsieur sur la boîte aux lettres. Je pense que c'est clair. Le nom du conjoint figure sur la boîte aux lettres. Pour Carole, une preuve accablante. Bonjour madame. On va faire le point général sur le dossier, puis vous allez me dire. Votre situation de famille, madame. D'accord, vous vivez seule? Oui. La femme prétend vivre seule, alors que Carole sait pertinemment qu'elle est en couple. Mais pour l'instant, elle prend le parti de ne pas relever. Vous êtes sans activité? Oui. Toujours? Oui. D'accord. Alors, vous avez 1, 2, 3 enfants? Mais on est venu surtout par rapport à votre situation de famille qui nous pose problème. Vous nous avez dit être séparés de monsieur depuis septembre 2012. D'accord? Or, nous, si vous voulez, tous les éléments que l'on a, il est toujours avec vous. Donc, expliquez-moi un peu. Il est hébergé chez ses parents à Saint-Marc-la-Pluie. Il y a son nom sur la boîte aux lettres, là. Ouais, parce que moi, j'ai fait son changement d'adresse. Hein. Vous êtes dans une situation peut-être de transition, non? Vous en êtes où? Parce que des fois, vous êtes entre deux. Non, pour l'instant, non. Bah non, puis en plus, on s'est tapé dessus et tout. La locataire n'aurait simplement pas effectué les démarches administratives pour déclarer sa séparation. Mais Carole ne semble pas vraiment convaincue. Pourquoi vous mettez son nom sur la boîte aux lettres, par exemple? Il a toujours été sur la boîte aux lettres. Je ne l'ai pas enlevé, en fait. Le nom sur la boîte aux lettres n'est pas la seule preuve dont dispose Carole. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous expliquer. Il est connu hébergé chez ses parents, d'accord? Mais on n'a que ça. À côté de ça,
Les comptes bancaires sont à votre adresse. Au niveau de la CPM, je me suis renseignée, il est bien connu chez ses parents, mais les remboursements se font sur votre compte bancaire de maladie. Sur mon compte bancaire? Ouais. Le compte bancaire qui est connu sur son dossier, c'est le vôtre. Compte bancaire, adresse en commun, le dossier est accablant et ce n'est pas fini. J'ai appelé Tour Habitat, qui pour eux, il n'y a rien, il est toujours avec vous ici. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance, qui me disent qu'ils n'ont pas eu vent de séparation. Vous êtes toujours connus tous les deux ici. Ah, mais il fait rien. On a déjà eu un souci au niveau de la séparation, au niveau de la CAF en 2011. Voilà. Donc nous, on ne peut pas accepter une séparation sans éléments. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, si vous voulez, au vu des éléments présents, là, pour nous, il n'y a pas de séparation. C'est, on va dire, la vie qui fait que vous n'êtes pas ensemble, mais administrativement, il est toujours là. Là, par exemple, vous voyez, le fait que je vois le nom sur la boîte, pour moi, c'est pas une séparation. J'en ai marre, franchement, maintenant, il faut que je fasse ses papiers pour lui. Là, je vais faire comment? Je peux pas payer mon loyer, je peux rien faire, là. Moi, je peux dire, il s'en fout, ses parents lui demandent rien. Je dis, bah, ça va, t'as la vie belle, toi. Alors, Ça, c'est pas possible. C'est moi qui est dans la merde. Vous voyez, à partir du moment où administrativement vous avez déclaré être seul et qu'il n'y a aucun document qui le prouve, votre dossier va passer en commission fraude. C'est pour ça que je vais vous faire remplir un papier où vous allez indiquer ce que vous m'avez précisé. Pour avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas le droit, l'allocataire devra rembourser 7 000 €. Mentir sur sa situation maritale n'est pas le seul cas de fraude auquel la CAF doit faire face. Et elle finit toujours par récupérer ce qui lui est dû. Souvenez-vous, Carole avait déjà contrôlé une femme soupçonnée de fraude. Oui, bonjour, madame contrôleur à la caisse de location familiale de Tours. Un homme avait décroché, mais il avait refusé de lui ouvrir. La CAF avait alors suspendu les allocations. Résultat, l'allocataire s'est manifesté quelques jours plus tard. Aujourd'hui, Carole a rendez-vous avec elle. Par rapport au monsieur qui m'a répondu, elle m'a indiqué que c'était un monsieur qui parlait pas français et qui, du coup, ne comprenant pas ce que je disais, avait raccroché. Mais c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Madame la CAF, vous pouvez entrer. Vous êtes à quel étage? Merci. Cette fois, la femme est bien présente. Elle reçoit Carole en présence de sa sœur. Bonjour madame. Merci. Alors, votre situation de famille, madame. Vous vivez seule, hein, vous vivez seule, hein, avec vos enfants. C'est ça? Oui. D'accord, le père des enfants. Est-ce qu'il a repris la vie commune avec vous? Non. Il n'a pas repris la vie commune avec vous? Non. Vous savez où il réside? Actuellement à Paris. Parce que nous, on a une adresse sur Tours. C'est ça qui nous embête. Oui. Il a donné une adresse sur Tours. Première incohérence, la femme prétend que son conjoint dont elle serait séparée vit à Paris. Ce qui nous pose souci, c'est que depuis un certain nombre d'années, quand vous quittez le département, il le quitte aussi. On retrouve des adresses communes à plusieurs reprises. Pour être clair avec vous, on se demande si vous n'êtes pas en couple depuis très longtemps. Carole tente alors de lui mettre la pression. L'ancienne caisse d'allocation familiale déjà avait été voir à l'adresse qu'il avait donnée à Paris, où il ne résidait pas. Donc, s'est posé des questions pour savoir s'il n'était pas avec vous. Là, ils ont vu qu'il avait une adresse sur Tours où moi je suis allée et il ne réside pas. Du coup, on se pose des questions. Carole a beau multiplier les questions, l'allocataire nie farouchement les faits qui lui sont reprochés. En fait, elle ne fait pas avec moi. Il n'a jamais vécu avec vous ou il a vécu avec vous? Avant. Avant, c'est-à-dire? Avant de répondre, la femme consulte sa sœur. C'était quand avant? Oui. En 2009. 2009, la femme vient de reconnaître qu'à cette époque, elle vivait en couple. Si elle avoue, c'est pour une raison très simple. Elle sait que Carole ne pourra rien contre elle. En effet, la CAF ne peut redresser une allocataire au-delà de 3 ans. En clair, cette femme a triché, mais n'en paiera pas les conséquences. Donc on considère que vous avez vécu ensemble de juillet 2008 à juillet 2009, c'est ça? D'accord. Alors le monsieur qui m'a répondu au téléphone, à l'interphone, qui m'a raccroché... C'est l'ami de mon frère. Vous voyez, le fait que je vienne et qu'un monsieur, quand je dis contrôleur de la CAF, raccroche, tout ça, ça me pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Votre bail de location? Contrat de location? D'accord. Et avec la facture, ça ne marche pas? Non, c'est pour voir les personnes qui sont titulaires du bail, c'est pour ça. Ah,
Ah bah elle essaie. Oui, non mais ça vous me le dites, c'est sûr. Carole se montre de plus en plus pressante. Elle ne prend même plus la peine de masquer son agacement. Dernière facture de gaz, EDF, GDF, gaz, eau. Automatique sur le compte. Oui, mais vous devez avoir un échéancier, un papier, un courrier. Oui, non, mais le prélèvement ou le paiement, ça ne m'intéresse pas. C'était pour la domiciliation, madame. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre sous le coude à me proposer, là? Des factures que vous payez? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas, je sais pas moi, une facture d'assurance, maison, une facture Orange, enfin, vous ne payez pas le téléphone? Une assurance, vous avez une assurance, par exemple? Vous n'avez pas sous le coude? D'accord. Ensuite, vos relevés de compte depuis avril 2012. Mhm. Je vous l'avais mis hein, dans le papier là. Vous les gardez pas vos relevés de compte? Faut les garder. Pas trop. Hein. Faut les garder, hein, madame. Hein. Alors le paiement du loyer, il est prélevé là, quelque part? Non, le loyer. Vous payez par chèque? Ouais. Non, par chèque. Par en liquide? Oui. D'accord. Ok. La femme maintient ses propos. Pour tenter de la faire craquer, Carole va alors jouer sa dernière carte, la déclaration sur l'honneur. Et c'est la sœur qui va se charger de l'écrire. Vous maintenez que vous n'avez jamais vécu en couple avec lui, si ce n'est de 2008 à 2009, comme on l'a mis. D'accord? Je déclare sur l'honneur ne pas vivre avec monsieur. Hein, c'est important parce qu'on va l'écrire. Si jamais on se rend compte derrière que c'est pas vrai, votre dossier il passe en fraude. Hein, d'où l'importance de cette phrase. Alors que tout porte à croire que la femme est une tricheuse, sans preuves administratives, Carole est dans l'obligation de débloquer les allocations qu'elle avait suspendues. De mon côté, je vais débloquer votre dossier, madame. Hein, puisque pour l'instant, vous ne touchez rien. Donc, on va remettre en cours. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me rappelez. Vous avez mon numéro, d'accord? Par contre, vous vous engagez à me fournir les relevés de compte rapidement. On est d'accord? C'est très gentil, mais... Merci. Cette fois-ci, Carole n'aura pas réussi à établir la fraude. Il manquait la facture EDF, mais je suis certaine qu'elle est à son nom, puisque le bail est à son nom. Donc tout est fait bien, il n'y a pas de souci, c'est bien organisé. Donc de toute façon, même si j'avais eu la facture EDF, j'aurais rien eu. D'ailleurs, je peux appeler EDF pour en avoir la certitude, mais ça, je suis sûre que non. Mais la seule chose que j'aurais pu avoir, c'était à la faire avouer. Et j'ai réussi qu'une partie, mais pas suffisant, quoi. Elle a reconnu que déjà ils ont vécu ensemble en 2009, ce qu'on ne savait pas. Mais c'est trop vieux pour nous. Vous allez continuer vos investigations de votre côté pour quand même vérifier la situation? Non, parce qu'à un moment, il faut savoir arrêter. C'est pas la peine de s'acharner sur un dossier. Je sais qu'ils vivent ensemble, je le pense. Et puis un jour, ils vont, voilà, à mon avis, ils vont faire quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir trouver une solution. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. On n'a aucun élément administratif, il faut passer à autre chose. Nous, on est contrôleurs, on s'appuie que sur des éléments et pas sur du ressenti. Et mon ressenti personnel, il est là, n'empêche que les preuves, elles sont pas là. La situation est tellement évolutive que ce qu'on peut voir à un moment donné ne sera plus vrai 3 mois plus tard. Je ne vois pas d'issue sur ce point à partir du moment où nous sommes dans cette évolution de la société que de faire que l'ensemble des prestations sociales soit basé sur l'individu et non plus sur une entité qui n'avait plus la stabilité qui la fondait. Et vous voyez que pour ça, il faudrait aussi changer le système fiscal qui est fondé sur le couple, ce qui est un peu compliqué. Mais je ne vois pas d'autre solution parce que, à moins de mettre un contrôleur de la CAF dans chaque lit conjugal, il n'y aura pas moyen de le faire. Et encore faudra-t-il qu'il apprécie la fréquence des rapports et toute une série de choses qui, heureusement, demeurent encore un peu privées. En attendant, faute de moyens, Carole est obligée d'abandonner un dossier qu'elle soupçonne fortement d'être frauduleux. L'année dernière, près de 2 milliards d'euros auraient été ainsi détournés des caisses d'allocation familiale.